Je vais vous faire une petite présentation cet après-midi sur le threat intelligence. Donc, ce sera pas aussi high level que la présentation que vous venez de voir, ce sera peut-être un peu plus dense. Donc j'espère que vous êtes bien réveillés. Alors tout d'abord, je vais me présenter. Donc je m'appelle Thomas Jupiter, je travaille au CERT de Société Générale. Je fais de la réponse à incidents surtout, des digital forensics aussi. J'analyse du malware aussi à mes heures perdues et aussi dans les heures du boulot. Et je suis membre du Honnête Projet avec Sébastien qui est ici présent. Je suis assez actif sur Twitter. Je raconte pas mal de trucs. Et si à la fin de la présentation vous voulez venir me voir pour discuter boulot, on est en train de chercher une nouvelle personne pour intégrer le CERT. Donc vous êtes les bienvenus. Donc quelques mots par rapport à cette prête. On va voir quelques concepts liés au renseignement, donc au sens classique du terme, plus qu'au sens cyber du terme. On va ensuite voir l'application pratique de ces concepts dans un cadre de réponse à incident. Et on va en profiter pour débunker quelques idées reçues sur le renseignement et sur le threat intel en général. Donc attention, il risque d'y avoir pas mal de buzzwords, donc ne tapez pas si vous n'aimez pas ça. Donc, tout d'abord, on va voir ce que c'est que le DFIR, donc les forensics et la réponse à incident. Je vais en parler assez rapidement, parce que c'est pas non plus le but de toute cette présentation. Puis après, on va s'attarder un peu plus longtemps sur le threat intelligence. Notamment, on va voir les deux parties, donc threat, donc la menace, et intelligence, qui est le renseignement. Alors, on voit pas du tout l'image, c'est un peu dommage. Ça va être un problème d'ailleurs, parce que j'avais pas mal de diagrammes. Bref, la réponse à un incident, elle peut se décomposer en 5 étapes, en 6 étapes qui sont décrites dans le PICARD, juste en dessous. Le PICARD, ça veut dire préparation, identification, containment, éradication, rémédiation et lessons learned. Donc si vous voulez, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. C'est les process qu'on va mettre en place pour arriver à résoudre un incident quand il nous tombe dessus. Chaque étape représentant une partie très spécifique de l'incident. J'y reviendrai plus tard. Le threat intelligence, donc ça peut consister de plusieurs choses. Donc notamment des concepts comme les menaces, le renseignement, la boucle Bouddha, le cycle de renseignement aussi. Mais en somme, il s'agit juste en fait de s'intéresser à l'attaquant. Donc il y a plein de gens qui disent voilà, le threat intel ça sert à rien, moi j'en fais pas, ça n'existe pas, voire c'est du chamanisme. Moi je suis pas d'accord, je pense que tout le monde le fait. Ne serait-ce que si vous faites attaquer dans votre réseau et que vous cherchez à savoir à qui appartient cette adresse IP, et bien sans le vouloir, vous faites du threat intel et donc du chamanisme. Désolé. Les menaces. Qu'est-ce que c'est que les menaces? Les menaces, c'est un acteur ou un groupe de personnes. Nous, on aime bien le mot acteur parce que souvent, on n'a pas assez d'informations pour savoir si c'est une personne, deux personnes, si c'est une bande d'adolescents, si c'est des attaquants avancés, une APT. Il existe énormément de définitions sur ce qu'est un threat, donc un acteur. C'est des définitions qui découlent notamment de la terminologie anglo-saxonne militaire. Mais la définition que j'aime bien pour la menace, c'est donc un acteur qui a une intention de nuire et aussi une capacité donc à nuire. Donc pareil, si quelqu'un en veut énormément à votre SI mais qui ne s'y connaît pas en informatique, et ben, il aura du mal à vous attaquer. De la même manière, il y a plein de gens qui s'y connaissent énormément en informatique et c'est des grands hackers, mais ils n'ont pas l'intention de vous attaquer, donc ça ne représente pas une menace. La menace, ça vient quand ils savent comment faire et qu'ils ont envie de le faire. Le renseignement. Le renseignement, moi dans cette présentation, je vais parler de renseignement, je vais parler d'intel aussi, parce que c'est plus court et c'est plus facile à dire. Il faut savoir que la intelligence en anglais, ça veut dire l'intelligence, mais ça veut aussi dire le renseignement, au sens information du terme, au sens qu'on va voir tout de suite. Le but du renseignement, en fait, c'est d'arriver à passer des données brutes qu'on voit autour de nous, à les transformer en information, et ensuite à les transformer en ce qu'on appellera le renseignement, qui est en fait une information qui a été analysée et contextualisée.
Donc il existe un moyen de le faire, mais par contre là ça va poser un problème si je n'ai pas l'image. Excusez-moi. Désolé. Ouais, je vous vois rigoler d'ici, ne vous inquiétez pas. Donc si on peut reprendre, donc ça c'était le joli diagramme que je voulais vous montrer tout à l'heure par rapport à la réponse à incident. Donc la partie incident en fait elle se fait dans la partie respond. On peut itérer plusieurs fois sur cette boucle. Puis finalement on va restaurer le SI à l'étape où il était avant. Et puis on va finir par tirer les leçons des erreurs qu'on a commises et qui ont mené d'ailleurs à l'incident en premier lieu. Donc tout ça, on a vu. Ah voilà. Donc ça c'est une image qui a été faite par Scott Roberts, qui est quelqu'un qui bosse pas mal dans tout ce qui est Threat Intel. Il est chez GitHub, il fait la réponse à incident chez GitHub. Et c'est un très bon exemple de comment appliquer le cycle de renseignement à la partie cyber. Donc tout d'abord, on va commencer par la direction qu'on veut donner à notre renseignement. Et ça va être répondre à une question. Ça sert à rien de faire du renseignement si on n'a pas de questions auxquelles on répond. On ne fait pas du renseignement en se disant je vais aller me renseigner sur tel truc. Il faut répondre à une question concrète parce que sinon on va finir par trop s'éparpiller et ça va être la cata. Donc là typiquement il a pris l'exemple de qui est Common Crew. Common Crew, vous en avez peut-être entendu parler, c'est les gens qui faisaient l'objet du premier rapport de Mandiant qui a lancé un peu la mode des rapports d'APT. Donc Mandiant l'appelait APT1. D'autres l'ont appelé Common Crew et il doit y avoir encore 3 noms que je ne connais pas pour ce même groupe. Une fois qu'on s'est posé la bonne question de ce qu'on voulait faire, on va passer à l'étape de collection. Donc on va récupérer toutes les données qui nous permettent de répondre à cette question, ou qu'on pense qui vont nous permettre de répondre à cette question. Pour ça, on va exploiter des sources. Donc des sources ouvertes, humaines, civiles, à vous de voir. On va faire du processing. L'étape de processing, c'est d'arriver à normaliser ces sources. Donc typiquement, si elles sont dans une langue étrangère ou qu'on ne maîtrise pas, on va faire appel à des traducteurs qui vont la traduire. Si c'est des données brutes, on va essayer de faire appel à des data analystes pour qu'ils puissent les mettre sous un même format qui soit exploitable facilement. Et la partie analyse, c'est là où on va faire appel aux analystes qui ne sont peut-être pas forcément très techniques, mais en tout cas qui comprennent les enjeux que cette information elle peut apporter pour la résolution, pour la réponse à la question. Une fois que l'analyse a été faite, ce qui va ressortir de l'analyse, en fait, c'est un produit. Et ça, c'est très important à comprendre, c'est que le renseignement, c'est un produit. On va produire quelque chose, donc que ce soit un document, une alerte, n'importe. On va produire quelque chose qu'on va ensuite disséminer. Et la dissémination, en fait, c'est juste savoir à qui partager cette information. Bon, notamment, ça sera à la personne qui nous l'a demandé, ou à l'entité qui nous l'a demandé. Mais, comme on verra par la suite, il y a peut-être aussi intérêt à donner cette information à d'autres gens. Et une partie aussi qui est importante, c'est le feedback. Donc c'est savoir finalement est-ce que l'information qu'on a collectée, processée, analysée et disséminée, est-ce qu'elle a réussi à répondre à la question ou est-ce qu'on était complètement à côté de la plaque et ça n'a pas du tout marché. Donc le feedback il va être important parce que ça va être une itération et la prochaine fois qu'on nous demandera de répondre à une question, on pourra savoir où ont été placées les lacunes qu'on avait et éventuellement on va essayer de trouver un moyen pour y pallier. Donc comme je disais, l'enseignement est en produit. Donc c'est pas juste on va ingérer des datas et on va les mettre dans un PowerPoint ou dans un Word ou dans un Excel et ça va faire des super graphes et des bulles. Le but c'est de savoir que c'est le produit d'une analyse qui est vraiment particulière et qui est faite en fonction d'un contexte donné. C'est-à-dire que les mêmes informations ne vont pas être analysées par une entité qui fait du renseignement et qui essaie de répondre à une question, ou que par une autre qui, elle aussi, essaie de répondre à une question, mais qui a des enjeux qui sont complètement différents. Un autre concept que je trouve assez intéressant, c'est la boucle ULA. Donc ça a été créé par un pilote d'avion de chasse, que je ne me souviens plus de son nom, vous pouvez le chercher sur internet, c'est un concept qui est plutôt utilisé dans ce genre de situation. Et ça va prendre tout son sens après, je suis désolé, c'est un peu dense, mais vous allez voir, ça va être super intéressant. Le but, c'est d'avoir 4 étapes qui se rétroalimentent constamment. Donc on va commencer par observer la situation qui est autour de nous. Il faut se mettre dans l'esprit d'un mec qui est dans un avion de chasse. Donc il est en train de chasser un autre avion, il observe ses mouvements. En fonction de ça, il va orienter, c'est-à-dire qu'il va prendre le contexte qui est autour de lui et il va orienter cette information. Il va prendre une décision.
et ensuite il va agir sur cette décision. Une fois qu'il aura agi sur cette décision, la boucle elle recommence. Il va observer ce qui se passe, il va orienter cette information, il va décider et il va agir. Et ce que le pilote, ce qu'il préconisait en fait, c'était d'avoir une boucle OODA le plus rapide possible. C'est-à-dire que si le pilote qui est en face de nous, il met 3 plombes à faire ça, et que nous on arrive à le faire en 30 secondes, et bien du coup, on sera beaucoup plus avantagé parce que ce qu'il aura lui observé, une fois que nous on aura agi, on aura changé l'environnement, donc ça sera plus valide pour lui. Il commencera à prendre des décisions et à orienter ces données qu'il a observées par un contexte qui n'existe plus, puisque nous on l'aura changé, car on est arrivé à la partie acte de notre boucle. Donc c'est très important dans ce genre de combat d'avoir un OODA loop qui est plus petit que celui de notre adversaire. Dernier concept un peu dense, le F3 EAD, ou le FID, comme je l'appelle, c'est plus rapide. C'est une approche qui est très centrée sur la cible, donc comme il l'appelle aux yeux, c'est target centric. C'est-à-dire qu'on va avoir, c'est en fait une alliance entre les parties opération et les parties renseignement. Donc ça va s'appliquer au cyber, parce que souvent les équipes de réponse à incident, ce sont celles qui font l'Intel aussi. Et c'est très important d'établir un lien qui soit clair entre ces deux parties. Donc la partie opération elle est en rouge, la partie renseignement elle sera en vert. Grosso modo, find, fix, finish, c'est la partie opération, et find ça veut dire qu'on va se mettre d'accord et on va choisir une cible. Une fois qu'on a trouvé ça, on va fixer cette cible. Donc dans la partie des opérations spéciales, on pourrait dire que c'est capturer une cible, ou l'assassiner, ou la tuer. Nous ce ne sera pas du tout ça, je vous rassure. Mais finish, ce sera l'opération elle est finie, on a récupéré toutes les datas qu'on a pu. Si c'est par exemple sur le terrain, ce sera des gens qui vont récupérer des ordinateurs, des preuves, des informations, des contacts, etc. Nous typiquement, si c'est sur un incident de sécurité informatique, on va aussi récupérer des informations. Et ces informations-là, c'est très important qu'elles soient remises dans la partie renseignement. Parce que c'est cette partie renseignement, ça va nous permettre de prendre les infos qu'on a trouvées dans le cadre de nos incidents, de les exploiter, de les analyser et, encore une fois, de les disséminer. Donc les disséminer, c'est-à-dire les envoyer aux parties importantes pour qu'une fois que ces parties-là, elles aient encore une opération à faire, donc un incident, elles puissent se servir de ce qu'elles ont appris avant pour justement améliorer et avoir des résultats plus pertinents lors de leurs opérations. C'est ce que nous on appelle très communément le hunting. On verra ce que c'est après. Donc tous ces concepts, ils vont servir à quelque chose, mais pas juste à se prendre pour un espion qui fait du renseignement et qui est super classe. D'ailleurs, un petit aparté, la terminologie militaire, c'est assez intéressant parce que c'est un thème récurrent dans la sécurité informatique. On voit que c'est très hérité de tout ce qui est un jargon militaire. Alors moi, au début, c'est quelque chose que je trouvais un peu dommage. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on doit toujours se faire passer pour des militaires pour dire on fait de la sécurité? Mais en fait, quand on y pense, on fait face à des adversaires. Et ces adversaires, la science, en fait, la théorie de faire part, d'être contre un adversaire et de faire face à un adversaire, et ben, bon, les militaires, ils ont quand même une longueur d'avance sur les informaticiens là-dessus. C'est pour ça que je pense qu'il y a un gros découlement de la terminologie militaire dans tous ces concepts. Mais je vous assure, c'est parce que c'est des trucs qui sont intéressants. Donc tout d'abord, ça va nous servir à être beaucoup plus efficace. Donc comme on a vu, si on arrive à avoir une boucle OODA plus petite que celle de l'attaquant, ça va être beaucoup plus facile pour nous de résoudre nos incidents. Plus on est réactif, plus on arrive à réagir aux incidents à différents niveaux, comme on va voir tout de suite, et plus l'attaquant il aura du mal à réussir sa mission. Du coup, on win quand notre boucle OODA est plus petite. Ça c'est un diagramme très très simple qui s'appelle la Pyramid of Pain, qui a été créé par un David Bianco, qui est quelqu'un qui travaille aujourd'hui chez Ex-Mondiante, donc chez FireEye. Et il a exposé un concept très intéressant qui permet en fait exactement de mapper un peu tout ce qui est boucle OODA à une partie cyber. Donc il s'est dit, cette pyramide, en bas de la pyramide, on a plein d'indicateurs qui sont
dans la quantité est en fonction de la largeur de la pyramide, donc on aura plein de haches, un peu moins d'adresse IP, un peu moins de nom de domaine, etc., etc., etc. Et du point de vue de l'attaquant, quand on arrive à la partie beige ou jaune, et bien de ce point de vue-là, on verra que plus on arrive à priver l'attaquant de l'usage d'un de ces artefacts, et bien plus on va l'embêter. Pour prendre un exemple un peu plus concret, on va avoir un attaquant qui va nous envoyer une campagne de phishing dans laquelle il y aura un malware. Ce malware, il aura un hash. Très bien. Le hash, moi je le prends, je le soumets aux antivirus, je fais des recherches sur mon parc, parfait. Au bout de 24 heures, le hash il est détecté et c'est fini. C'est juste un hash, et c'est exactement ça le problème. Le problème, c'est que pour l'attaquant, changer un hash, c'est super facile, c'est trivial. Changer une adresse IP, quand on l'a gaillé, et ben c'est plus facile, enfin c'est moins facile que de changer un hash, ça reste quand même assez facile. Un nom de domaine, c'est déjà peut-être un peu plus pénible, il faut l'enregistrer, il faut savoir où. Des artefacts de réseau ou de host, là ça va être encore un peu plus pénible parce que souvent, ça va impliquer que l'attaquant il doit quand même changer une partie de ses outils. Par exemple, si on a détecté que toutes les URL d'exfiltration, elles se font suivant un certain pattern très clair, si on a grillé ça, lui il va devoir se dire mais pourquoi est-ce que ça marche plus, pourquoi est-ce que j'arrive plus à exfiltrer des données, donc ça va déjà lui prendre un peu de temps. Et ensuite, il va devoir changer son truc, changer son RAT, son malware, son logiciel, et renvoyer tout ça. Donc ça va quand même pas mal m'embêter. Quand on arrive aux tools, donc aux outils, si on arrive à se dire que et ben voilà, moi aujourd'hui j'ai une entreprise qui est dans une situation où et ben, les outils comme un RAT, ils marchent plus. Voilà, tous les outils, tous les RAT, il n'y a aucun moyen qui marche. Là déjà les attaquants ils veulent bien embêter quoi. Parce que si actuellement vous envoyez le RAT, ça va être, ils vont devoir inventer d'autres outils qui vont lui permettre de faire la même chose, mais qui ne sont pas les mêmes. Donc ça va quand même lui prendre du temps. Et là quand on arrive tout en haut, je ne sais pas si vous voyez au TTPs, qui veut dire Techniques and Procedures, ça veut dire que quand on est arrivé là, ça veut dire que grosso modo, si eux, une de leurs tactiques c'est de nous envoyer un mail de phishing, et bien ça marche plus. Bon. Évidemment, on frôle vraiment la théorie, mais le but, en fait, vers lequel il faut tendre, c'est d'arriver tout en haut de la pyramide et dire aux attaquants que s'ils s'attaquent à nous, et ben nous, on arrivera tellement à les griller qu'ils devront se réinventer de zéro. C'est-à-dire que, vous vous rendez compte, le temps qu'ils passent, en fait, à développer des outils, des moyens, des techniques pour des malwares pour nous attaquer, sinon, on arrive à leur dire que tout ce que vous faites, et ben ça sert à rien. Et ben soit ils vont abandonner, soit il faut qu'ils se réinventent de zéro. Donc ça implique, je sais pas, changer, envoyer des gens, faire de l'unit à la place de juste des malwares. Donc voilà, le but c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est d'arriver à répondre rapidement à ce contexte auquel nous exposent les attaquants pour leur priver de l'utilisation de ces artefacts. La threat intel, ça intervient aussi à plusieurs étapes de la gestion d'incidents. Donc on a vu tout à l'heure le Picard. Donc dans l'étape de préparation, c'est surtout là qu'on va se concentrer, parce qu'on pourrait se dire que c'est un état où on n'est pas en train de faire face à un incident. Donc on pourra avoir différents types d'intel. Ça c'est un papier récent qui est sorti, fait par une entité du gouvernement anglais, je crois, qui s'attaquait un peu aux définitions de threat intel en disant bon, nous on en a marre de voir tous ces vendors qui essayent de vendre leur feed en disant que c'est du threat intel alors que ce n'en est pas. On va vous expliquer ce que c'est, et je trouve que leur séparation du renseignement en 4 catégories, donc stratégique, tactique, opérationnelle et technique, je trouve qu'elle est pas mal et elle est assez claire par rapport à ce qui peut être fait. Donc l'information intel stratégique, en fait, ça va être quelque chose qu'on va produire pour les décisionnaires, pour les managers, pour les gens qui ont l'argent. Et ça va être par exemple des rapports sur les adversaires qui ciblent un secteur donné. Ça sera surtout du texte écrit en fait, il n'y aura presque pas de marqueur technique ou autre. Ça aidera juste les décisionnaires à prendre des décisions. Et bon, les sources, ce sera des analyses de très haut niveau, donc pas du tout techniques, mais peut-être géopolitiques, des analyses, je sais pas, commerciales. Enfin voilà, ce sera des documents, ce sera des journaux, etc.
On a aussi des white papers et surtout le contact humain en fait. Et le contact humain, ça c'est très important. C'est à pas négliger. On verra aussi par la suite que le partage d'informations c'est assez compliqué. Et pour ça, le contact humain et les relations de confiance avec nos pairs qui font la même chose, c'est très important à maintenir. Et ça va être une source d'information qui est quand même primordiale. L'Intel tactique, c'est ce qu'on fait le plus souvent en fait, sans s'en rendre compte. On lit des white papers toute la journée, on entend parler de la PT1, on entend parler de CrowdStrike qui a lancé son Dirty Panda ou que sais-je. Voilà, c'est des documents qui vont nous expliquer des techniques utilisées par les attaquants qui sont assez avancées. Comment est-ce qu'ils contournent les antivirus, quels outils ils utilisent pour faire des DDoS. Tout ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet à nous d'établir des contre-mesures et de fournir cette information aux équipes. Bon, admettons que les gens qui font la threat intel ce ne sont pas les mêmes que ceux qui font l'IR. Ça permet aussi de fournir énormément d'informations aux gens de la réponse incident. C'est-à-dire que si on sait qu'on a un APT qui utilise Mimikat pour élever ses privilèges, on pourra tout de suite savoir ce qu'il faut chercher. Et on pourra tout de suite avoir une idée des techniques qu'ils utilisent pour se propager dans le réseau. Donc les sources, hein, c'est comme je disais, tous les rapports faits par les vendors, mais aussi l'analyse de malware ou d'outils utilisés par les attaquants. Ce qui est bien dans ce genre d'informations, c'est qu'il y a énormément d'informations qui est disponible et souvent assez pertinentes. Après, on a l'Intel opérationnel. Donc ça, c'est un peu plus près de l'attaque. Pour vous donner un exemple concret, c'est Anonymous qui tweet oulala, on va DDoS la moitié de la planète. Il faut le prendre avec des pincettes évidemment, mais quand c'est quelqu'un comme Lizard Squad ou Al-Qassam qui eux ont une puissance de frappe un peu plus forte, là ça devient très intéressant. Et si on arrive à prédire leur mouvement, ça devient d'autant plus intéressant parce qu'on saura se prémunir contre eux et on aura une longueur d'avance sur eux. On aura changé le contexte dont vous parlez tout à l'heure de la OODA Loop avant que eux ils puissent s'en rendre compte. Et ça c'est quand même assez fort quand on arrive à faire ça. Donc nos sources, ce sera les réseaux sociaux, les forums, beaucoup de sites, c'est des informations qui sont toutes disponibles sur Internet. Par contre, la dispo de cette information, elle va être très relative par rapport à l'avancée de la menace à laquelle on fait face. C'est-à-dire que par exemple, les activistes qui parlent tout le temps sur Internet, on aura plein de types d'infos à dispo. Pour l'écosystème cybercriminel, il y a des forums qui sont fermés, qui sont privilégiés, il y en a d'autres qui sont ouverts, mais l'info elle est moins intéressante. Donc ce sera peut-être un peu plus difficile d'en obtenir. Et bon, quand c'est des APT, ce sera très difficile d'obtenir des informations opérationnelles, c'est-à-dire de dire tiens, il y a tel groupe d'attaquants qui la semaine prochaine va envoyer un rat à telle entreprise. Ça va être vraiment des services de renseignement étatiques, parce que nous on est obligé de respecter les lois. Donc on ne peut pas le faire. En dernier, on a l'Intel technique, donc ça nous permet d'être très réactif, donc éventuellement de pousser des signatures antivirus, des règles pour le CIEM ou des proxys. On peut blocage automatisé. Et donc les sources, ce sera finalement, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce sera après un incident ou après les incidents des autres. On aura une palanquée de IOC Auth, IOC réseau, des emails. Aussi des feeds, donc ça c'est les fameux feeds que les vendors arrêtent pas de nous vendre comme étant de la threat intel, mais qui en fait n'en sont pas, ce sont juste des informations. Le problème de cette information, c'est que souvent elle n'est pas très pertinente, elle n'est pas très fiable, et il y en a beaucoup trop. C'est-à-dire que souvent on ne sait pas quoi en faire, et on ne sait pas à quel point est-ce qu'on a une vue globale de si ces indicateurs ils touchent tout Internet ou juste une partie, si c'est biaisé ou pas. Il y a une étude récente qui a montré que finalement entre deux feeds, donc entre deux sources d'indicateurs réseau, il y avait juste 1% d'overlap. Donc quand on prend deux feeds séparés, on retrouve en commun de ces feeds juste 1%. Donc ça peut vouloir dire soit que ces feeds, elles sont complètement cantonnées à un scope particulier, parce que tu as quand même 99% des choses que voit une feed, l'autre ne la voit pas. Donc ça, c'est vraiment pas terrible. Ou alors, ça veut dire que, du coup, les feeds, elles nous racontent n'importe quoi et qu'il y a énormément de faux positifs dedans. Des fois, il y a un incident. Mais ça peut aussi nous aider, la threat intel peut aussi nous aider lors de l'incident. Donc ça peut nous aider pour toutes les parties ICER, duplicables, donc du process de réponse à incident. Ça va nous aider pour l'identification. Donc quelles sont les ressources qui intéressent l'adversaire, si on le connaît.
pour le containment, quelles sont les méthodes de propagation de son malware, comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'arrive plus à agir, qu'est-ce qu'il faut bloquer sur les proxys, l'éradication, comment s'en débarrasser, et la rémédiation aussi, comment est-ce qu'on revient à la normale, comment est-ce qu'on est sûr qu'on a effectivement tout patché, est-ce que les adversaires ils ont tendance à juste envoyer des mails de phishing, ou est-ce qu'en parallèle ils vont initier un DDoS, ou est-ce qu'ils vont essayer de pénétrer nos serveurs mail, nos serveurs web, via d'autres vecteurs. Alors, si on sait ça, on sait aussi comment revenir à la normale après avoir eu un incident. En ce qui concerne l'analyse de malware, donc ça aussi on s'en sert énormément. Très souvent, quand on reçoit des malwares via mail, il suffit de chercher un hash sur internet, on trouve qu'il y a déjà des analyses qui sont faites, on sait instantanément ce que c'est, et on s'évite de faire tout le reverse engineering à partir de zéro. Donc je ne vous raconte pas le temps que ça me fait gagner, surtout concernant les malwares bancaires. Heureusement, les malwares bancaires, ils ne se réinventent pas tous les jours. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la pyramide, ils n'ont pas besoin parce que aujourd'hui, les malwares bancaires, ça cible plus les individus qui n'y connaissent rien à Internet ou à la sécurité informatique en général. C'est leur cible. Donc eux, ils n'ont même pas notion de cette pyramide. Donc eux, ils sont très très bien là où ils sont. Heureusement, il y a déjà plein de gens et plein d'analystes très doués qui se sont frottés à ces malwares qui sont assez ardus à décortiquer, ce qui nous fait gagner énormément de temps pour prendre nos mesures adéquates. Donc ça va aider l'analyse statique, hein, si on arrive à reconnaître très vite le packer, on pourra le packer plus facilement. Si on arrive à savoir quel langage c'est, on pourra aussi comprendre son fonctionnement plus facilement. Pour l'analyse dynamique, c'est pareil, hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, l'objet de registre, les fichiers qui sont droppés, etc. La crypto, aussi ça c'est intéressant, surtout quand c'est des algorithmes qui sont propriétaires, c'est-à-dire qui ne sont pas standards. L'analyse réseau, voilà, quels sont les domaines de commande et contrôle, est-ce qu'il y en a d'autres, est-ce que si on fait du passif DNS sur une adresse IP, est-ce qu'on en trouve d'autres? Tout ça, ça nous permet d'amasser énormément d'informations qu'il faudra ensuite utiliser dans les lessons learned. Donc dans le feedback de notre processus de renseignement. Le feedback, grosso modo, c'est savoir qu'est-ce qui nous a manqué, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux dans cette enquête. Voilà, il y avait un domaine qu'on n'a pas vu, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on l'a pas vu, etc. Ajuster aussi les requirements de Lintel. Si Lintel, au début, c'était ah bah tiens, je veux connaître tous les domaines qui sont utilisés par tel malware, mais qu'en fait, le malware n'utilise pas de domaine et qu'il se connecte directement en IP, bon, c'est ballot. On va avoir passé plein de temps pour rien, mais au moins l'important c'est de le savoir et de l'incorporer afin d'affiner et de rediriger un peu les recherches. Et ça nous permet aussi, surtout, de réagir plus vite la prochaine fois. Et encore une fois, s'il nous permet de réagir plus vite, il nous permet de faire des grands wins à chaque fois qu'on a face à faire face à des attaquants. Et les incidents aussi, ce qui est bien, c'est que ça génère énormément d'intel qui est très 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 contextualisé. C'est-à-dire que si nous on reçoit un malware, qu'on analyse, qu'on se rend compte que c'est un malware bancaire, donc on ne sait pas grand-chose, ce sera un incident qu'on aura nous chez nous dans notre base de données. La prochaine fois qu'on reçoit un malware similaire, et ben on saura que cette information, on saura que c'est pas quelqu'un au fin fond d'un labo aux US qui a pondu ça dans une file. On saura que c'est notre collègue de bureau qui l'a trouvé, et du coup on pourra éventuellement lui poser plus de questions si on a besoin, mais en tout cas on sera sûr et certain de la pertinence de l'information. Et être sûr et certain de la pertinence de l'information quand on n'a pas le temps de réagir ou quand on doit réagir vite, c'est quand même super. Malheureusement, le feedback c'est une étape qui est souvent sautée, parce que une fois que l'incident est fini, voilà, on n'a pas que ça à faire que de ressasser tout ce qui s'est passé. C'est très dommage et c'est quelque chose qui devrait être fait. Le hunting, donc je vous en parlais tout à l'heure, le hunting en fait c'est reprendre la partie opération du cycle feed, donc à savoir se concentrer sur quelque chose à chercher, le trouver et le fixer, donc résorber la situation. Grosso modo, ça va consister concrètement en l'extraction de marqueurs techniques qui sont issus d'une attaque, et de manière proactive, l'équipe de réponse à incident, elle va plus juste répondre à des incidents, mais elle va proactivement chercher dans le SI si ces marqueurs existent. Donc ça s'applique pas que à l'issue d'un incident qui puisse arriver à une entité en particulier, mais toutes les informations qu'on trouve dans les rapports techniques ou autres,
tout ça, c'est très intéressant de les chercher dans notre récit. Ça permet de savoir si on a été compromis, si on n'a pas été compromis. Donc ça permet quand même d'avoir une longueur d'avance et éventuellement de trouver soi-même si la compromission est lieu. En général, hein, pour rappel, c'est pas les entreprises elles-mêmes qui découvrent une compromission, c'est très souvent quelqu'un qui leur dit oh, il y a des documents à vous qui se baladent sur tel serveur. Bon, le problème du hunting, c'est qu'il s'agit de trouver un vrai négatif. Donc tout comme impossible à prouver qu'on ne sait pas quelque chose, c'est le même problème. On ne pourra jamais être exhaustif, suffisamment exhaustif pour être sûr à 100% que tel indicateur il est jamais passé par notre réseau. Donc l'essentiel, c'est d'arriver à faire ce processus de manière très rapide et efficace et de ne pas y passer trop de temps. Finalement, je vais vous parler un petit peu du partage, parce que le partage, c'est très important. L'intelligence collective, c'est quelque chose qui rend le threat intel beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que nous, on sera rarement les premiers à analyser un malware. Ça nous est déjà arrivé de tomber sur des choses que pas que personne d'autre avait vues, mais on va dire sur lesquelles personne d'autre s'était penché. Et là, voilà. Par exemple, dans le cas des malwares, il faut s'y coller, on passe énormément de temps dessus. Et au final, on arrive à reconstituer le fonctionnement du malware, on a fait la rétro-ingénierie, c'est parfait, on arrive à savoir comment il fonctionne. De partager cette information-là à des gens de confiance, donc je ne parle pas des blog posts publics, hein. Il faut savoir que les rapports que font FireEye, CrowdStrike et compagnie, c'est du marketing, hein. Sinon il n'y a presque aucune raison à publier ces informations publiquement, sauf éventuellement, enfin c'est leur excuse à eux, hein, c'est pour ralentir un peu l'attaquant qui est en face. En gros, s'il voit tout son infra qui est publié, il va se dire ah là là, je dois changer d'infra. Comme on l'a vu dans la pyramide, hein, l'infra c'était pas non plus tout en haut, et les TTP ils sont pas prêts de les changer dans tous les cas. Éventuellement, pour partager l'information, on va faire appel à la notion de TLP, donc ça veut dire Traffic Light Protocol. Donc c'est par exemple quelqu'un qui vous donne une information, il va vous donner un TLP avec. Le TLP il va désigner la manière dont vous pouvez utiliser cette information. TLP Red, ça veut dire je te le dis, mais tu le dis à personne. TLP Amber, ça veut dire tu peux le partager avec des gens qui sont dans ton organisation. TLP Green, ça va un peu plus loin que l'organisation. TLP White, c'est public. Donc tous les rapports que vous voyez, en fait, c'est TLP White. Celui qui est le plus utilisé quand on partage des informations de ce genre, c'est le TLP Amber, qui justement lui dit, bah, voilà, je te le dis, tu peux en parler à tes collègues qui sont au CERT. Par contre, il ne faut pas que ça fuite de l'entreprise. Alors ça peut poser des problèmes, surtout quand on a des prestataires externes. Je ne parle pas forcément des gens qui travaillent avec nous, mais quand on sous-traite, par exemple, il peut arriver que des entreprises sous-traitent un SIEM quelque part. Et bien quand quelqu'un te donne une info TLP Amber, est-ce que toi tu peux la transmettre à ton SIEM? Si oui, bah, tant mieux, mais sinon, tu es bien content d'avoir ton information TLP Amber dans les mains. Si tu peux rien en faire, ça ne va pas changer grand-chose. Et bon, il y a aussi des barrières qui sont assez évidentes hein, au partage, surtout en France, et ça je trouve ça très dommage. C'est qu'on a vraiment peur. On a peur de dire qu'on s'est fait compromettre. On a tous pu le voir avec TV5. Il y a quelques jours, ils se sont fait compromettre, hein, comme ça arrive à des entreprises US, des entreprises françaises, ça arrive à l'Elysée. Je ne sais pas si vous avez vu le canard de mercredi, mais voilà, Thales aussi, ils se sont fait poncer. À un moment, voilà, c'est pas très grave, hein, ça peut arriver à tout le monde, mais il y a quand même un énorme tabou. Et voilà, on a toujours peur que si on découvre qu'on s'est fait compromettre, les actions elles vont chuter, ça va pas le faire. Donc souvent ça met des barrières au partage qui sont souvent pas nécessaires. Pour conclure, donc, on pourrait dire que le renseignement c'est une vraie discipline. Hein. C'est pas un truc qu'on a inventé. Moi je ne suis pas espion, j'ai fait une école d'ingénieur comme vous. Du coup, voilà, j'essaie d'adapter ces concepts que je trouve un peu sur internet et de les incorporer à mon travail. Je suis pas le seul évidemment à le faire, hein, il y a plein de gens qui le font. La mauvaise réputation du threat intel, ça vient surtout des vendors qui, eux, veulent à tout prix vendre des feeds
ils veulent à tout prix être dans la mode du threat intel. Ce qui est dommage, c'est que ils cuisinent tous le threat intel à leur sauce et souvent c'en est pas. Et ça peut pas en être, hein, c'est juste qu'eux ils sont pas dans la peau de l'entreprise et s'ils n'ont pas le contexte qui va bien, ils pourront pas vendre de l'info contextualisée. Ça c'est évident. Du coup voilà. Et aussi tout le monde fait donc ce chamanisme dont je vous parlais. Ils s'en rendent juste peut-être pas compte. Voilà. Mais sinon c'est quelque chose qui est répandu. Il s'agit juste d'arriver à le formaliser et d'arriver à en tirer un maximum. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Si personne n'a de questions, il y a une question sur internet du Gover. C'est une question sur internet. Ah mais je prends une question sur internet. Non, c'était juste pour préciser un truc. Hein. La présentation était plutôt claire. J'avais besoin pour l'ensemble de la salle. Mais, dans le hunting, ce qui se passe, c'est que c'est une attaque qui a touché ton entreprise et justement tu vas rechercher proactivement dans d'autres segments, on va dire réseau, où justement il s'agit d'attaques qui ont été publiées. Ça sera les deux en fait. On pourra avoir, ça sera juste une information d'une attaque, qu'elle vienne de chez nous ou qu'elle vienne de dehors, c'est pas vraiment important. C'est juste qu'on va arriver à se servir de ce renseignement d'origine, cette intel technique, pour justement essayer d'améliorer notre proactivité à détecter des menaces qu'on n'avait pas encore détectées. Et on pourrait dire éventuellement que si toutes les banques de la place se font attaquer, eh ben, il vaudrait mieux qu'on cherche chez nous s'il n'y a pas la même chose. Voilà. D'autres questions? Et quoi, je reviens à la question du Gover sur RC qui demande qui voit en gros comment sont respectés les TLP, etc. Est-ce qu'ils sont vraiment respectés ou pas? Alors, les TLP, justement, c'est une question de confiance. On ne va pas donner des infos TLP réelles à tout le monde, parce que sinon ça n'aurait plus aucun sens. Sur Internet, il y a pas mal de groupes de discussion qui sont fermés et sur lesquels il faut être coopté pour pouvoir rentrer. Et en général, si on viole le TLP sur une information qui nous est donnée dans ce contexte-là, c'est fini pour nous. Est-ce que j'ai répondu à la question du global sur l'IRC? Je sais pas, il est plus très actif. Ouais, il est parti. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va reprendre à 16h avec une conférence de Julien Voisin, et là il y a un buffet qui vous attend dehors, fait par l'association Cookit. Je me trompe pas, Cookit. Je ne connais pas les associations, moi je suis donc fait par l'association Cookit. On se retrouve dans un quart d'heure, du coup à 16h, pour une conférence sur l'électron génial. Voilà.